faire un petit événement sur la mobilisation de la jeunesse. Différents intervenants, c'est un événement qui a été organisé par l'association Énergie 2050, qui est représenté par moi-même et mon collègue qui vous en dira un peu plus. L'association Énergie 2050, c'est une association qui est basée en France, mais qui est active dans plus de 30 pays et qui agit de façon très transversale sur les thématiques du lutte contre le changement climatique, développement durable et engagement citoyen, c'est pour ça qu'on est là. Je pense que tout de suite, parce qu'on a pris beaucoup de retard, mais c'est à cause des gens qui étaient avant, c'est pas notre faute. Laissez la parole à mon collègue qui vous présente quelques initiatives. On n'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de jeunes, donc finalement, c'est pas mal. Merci Guillaume, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite présentation sur les nouveaux moyens de mobilisation de la jeunesse, donc avoir quelques initiatives de nos partenaires, ou du moins de nos camarades, de jeunes qui nous accompagnent aujourd'hui pour cet événement. Une petite mise en perspective globale, à savoir un contexte. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de la 22e conférence des partis, donc la COP de l'action. On arrive au bout des deux semaines de négociations, et au-delà de ces 2 semaines de négociations, aujourd'hui nous sommes présents dans la zone verte, la zone de la société civile. Et un petit point sur les précédentes avancées permises notamment par l'accord de Paris. Donc, comme je le disais, conférence climat sous l'égide de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a été mise en place en 1992, donc aujourd'hui 22e conférence des partis. Et l'année dernière, l'accord de Paris a apporté un certain nombre de provisions très importantes, et notamment a permis l'adoption du premier accord universel sur le climat, universel dans le sens où pour la première fois, l'ensemble des pays du monde ont réussi à être inclus dans un accord à travers des démarches qui ont été très innovantes. Et au-delà de la participation des États, il y a eu une reconnaissance pour la première fois aussi de la société civile, donc des acteurs non étatiques, non partis à la Convention cadre. Je pense notamment à la décision accompagnant l'accord de Paris, donc le chapitre 4, qui porte particulièrement sur les acteurs non étatiques, à savoir également que l'action des acteurs non étatiques et de la société civile a été reconnue dans plusieurs parties de l'accord. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'action des acteurs non étatiques, des citoyens, de la société civile en général, donc des ONG, des entreprises, mais également des citoyens et donc des jeunes, est un complément indispensable à l'action des États, et qu'elle est reconnue au plus haut niveau, notamment dans l'accord de Paris et donc dans ces cycles de conventions et de conférences internationales. Voilà pour une première chose. Et je rajouterai à cela que l'accord de Paris a été élaboré à travers une démarche ascendante inédite dans le cadre des négociations internationales sur le climat, puisque les États, pour la première fois, ont été invités à déterminer eux-mêmes leurs engagements à travers ce qui s'appelait les contributions prévues déterminées au niveau national, et que ces contributions aujourd'hui ont été déposées par presque la majorité des États, et avec la ratification de l'accord de Paris, ces plans d'action qui étaient prévisionnels sont devenus des plans d'action concrets, puisque l'accord de Paris est entré en vigueur, inutile de le rappeler, et donc aujourd'hui prennent la forme de contributions déterminées au niveau national. Donc au-delà des plans prévisionnels, ce sont des plans d'action concrets qui doivent aujourd'hui être mis en œuvre. Et la prochaine étape, et je reviens là au discours et à la grande mention de cette COP, la COP de l'action, c'est bien le défi de la mise en œuvre qui doit aujourd'hui être réalisé pour transformer ces contributions en réalité et traduire l'ambition de la communauté internationale en objectifs concrets au niveau des pays, avec des particularités nationales donc, mais aussi locales, et à savoir que la somme de ces engagements, à travers un rapport spécial du secrétariat des Nations Unies qui est paru le 2 mai 2016, prévoit qu'en fait la somme de ces engagements n'est pas suffisante pour se placer sur la trajectoire des 2 degrés préconisés par l'accord de Paris, donc encore moins des 1,5 degrés, le maintien de la température d'ici la fin du siècle. Et donc l'action de la société civile pourrait être un des moyens pour réduire l'écart entre les ambitions de la communauté internationale et parvenir aux réalités et aux objectifs fixés par la communauté internationale. Et aujourd'hui, donc, je suis ravi de voir que des jeunes sont mobilisés. Donc moi, je porte une double casquette. Non seulement je suis membre de l'association Énergie 2050 et aujourd'hui, je porte la voix de mon association, mais également, je porte la casquette d'un jeune qui est concerné par l'avenir de la planète et qui espère voir d'autres initiatives
porté par des jeunes qui témoignent non seulement de l'ampleur du travail qui est à réaliser, mais également de la capacité d'innovation de la part des jeunes pour se mobiliser pour le climat, pour l'environnement, pour le développement durable de nos sociétés. Et un de nos devoirs particuliers aujourd'hui est, au-delà de l'ensemble des connaissances que nous avons pu acquérir lors de cette conférence, et également des partenariats, des choses que nous avons pu mettre en place, c'est également de rentrer chez nous et de témoigner en fait de l'ensemble des possibilités, des opportunités qui nous sont permises pour justement continuer la mobilisation et ne pas laisser derrière la porte de la COP notre envie d'agir, mais bien de justement se confronter aux défis de l'action et pas seulement dans les mots ou dans les grandes déclarations, mais bien se confronter aux défis de la mise en œuvre chez nous au quotidien. Et là, je vais passer la parole à mes camarades donc, qui vont vous témoigner du fait que dès aujourd'hui, nous sommes impliqués et que demain, nous le serons encore et que les jeunes sont déterminés à agir dès aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zey, je fais partie de Climate. Et donc aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler des moyens de mobilisation pour lutter contre le changement climatique et pour mobiliser les jeunes. Donc, attends, je sais pas comment gérer le PowerPoint. Voilà. Du coup, je viens ici au nom de Climate. Climate, c'est un laboratoire d'idées et d'actions qui est porté par les jeunes et par des jeunes. On dit laboratoire d'idées et d'actions parce qu'on fait de la recherche et qu'on met en place des projets. Donc en termes de recherche, on a des projets sur les océans, on a des projets sur les migrants climatiques, sur la finance. Comme vous pouvez le lire, on a aussi des serious games et des projets. On met en place des projets locaux et on fait beaucoup de sensibilisation. J'ai aussi parlé avec un peu mon expérience, puisque au sein de Climate, je suis en charge de tout ce qui est communauté et de tout ce qui est réseau en fait de l'association et de la mise en place de formations. Et que l'année dernière, j'ai aussi participé à l'organisation de la conférence des jeunes, la 11e conférence des jeunes à Paris. Et ça m'a permis de voir en fait concrètement comment mobiliser à l'international sur le changement climatique. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est pas forcément des projets de Climate. C'est plutôt des outils qu'on utilise pour mobiliser les jeunes. Donc on pense en termes d'outils beaucoup aux réseaux sociaux. On pense à Facebook, YouTube, Twitter, mais il existe aujourd'hui des multiplicités en fait de réseaux sociaux. Et par exemple, les gens qui sont à Nuit debout utilisent un réseau social particulier. Les gens qui sont plus dans le monde du travail peuvent utiliser Google. Ceux qui sont anti-Google, peut-être anti-capitalistes ou qui ont des positions plus alternatives, vont utiliser tout ce qui est réseaux sociaux libres. Et en fait, pour mobiliser les jeunes, il n'existe pas que Facebook, il y a vraiment une multitude d'outils qui peuvent être utilisés. Et donc, du coup, il y a aussi l'utilisation de la pop culture et de références de pop culture. Pour toucher les jeunes, et je pense que pour toucher les gens de manière plus générale, il faut parler de choses qu'ils connaissent. Et qu'est-ce que les gens connaissent? C'est ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils lisent dans les journaux, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc, nous, par exemple, à Climate, on a un projet qui s'appelle Geek References, et on utilise les références geeks pour parler du changement climatique. Ça nous permet de toucher une audience plus large et aussi de permettre aux jeunes de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Et par exemple, pour la COP22, on a décidé d'écrire des articles sous l'angle d'Harry Potter, que vous pouvez lire du coup sur le blog de Climate. Et on invite tout un chacun à rejoindre et à venir écrire des articles pour parler du climat avec des références plus abordables, pour moins faire peur les gens. Un autre outil qu'on peut utiliser pour mobiliser la jeunesse autrement, c'est tout ce qui est autour de démocratie participative ou alternative. Donc quand je parle de ça, je pense notamment à tout ce qui est dans les structures qu'on adopte une position horizontale plutôt que verticale quand on doit prendre des décisions. Donc par exemple, à Climate, ce qu'on fait, c'est que quand on élit notre bureau tous les ans, ça se fait par la sociocratie. C'est pas des gens qui vont se présenter, c'est plutôt les gens qui vont présenter et proposer des personnes. Et après, les personnes qui sont proposées dans le bureau sont des personnes qui doivent prendre des décisions au niveau collégial. Et on demande en priorité l'avis de tous les membres de Climate. Donc on veut vraiment faire vivre la démocratie au sein de nos associations. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui touche énormément de jeunes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a vu émerger beaucoup de mouvements, encore une fois comme Nuit debout, comme d'autres événements, comme d'autres façons de se mobiliser.
Donc si on veut toucher des jeunes, il faut vraiment penser les nouvelles structures de démocratie au sein des associations, au sein des entreprises, pourquoi pas aussi. Voilà. Je voulais aussi parler un peu de l'art activisme et de l'activisme de manière générale. L'activisme qui se fait de façon ludique, qui se fait en utilisant des éléments de référence, encore une fois, de pop culture. C'est un peu un mix, avec beaucoup d'humour aussi, je pense. Ça peut permettre aux gens de se sentir beaucoup plus touchés et de rendre l'action et de rendre les actions qu'on fait beaucoup plus abordables, encore une fois. Donc, par exemple, là, vous voyez des kangourous. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Merci. Les kangourous ont été utilisés par un réseau d'activistes de Action non violente et Alternativa pour dénoncer les investissements dans les charbons, dans les usines de traitement de charbon en Australie. Merci. Donc effectivement, on a utilisé l'image du kangourou pour demander la fermeture du centrale à charbon en Australie. Et donc ça a été une image assez forte. Des activistes se sont rendus dans les bureaux d'Engie habillés en kangourou en dansant, ce qui a en fait tourné en dérision un peu et permis d'ouvrir le dialogue plus facilement avec les personnes qui étaient dans l'entreprise et de vraiment ouvrir une brèche en tout cas pour la discussion. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui, c'est qu'on utilise aussi la dérision et d'autres moyens de communication beaucoup moins sérieux ou prétentieux parce que ça ne fonctionne pas. Ça fait 20 ans qu'on utilise d'autres moyens de communication qui ne fonctionnent pas. Donc, je voulais aussi vous parler, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai participé à l'organisation de la conférence des jeunes qui s'est passée à Paris. Et on avait un modèle, on a réfléchi pendant assez longtemps sur comment faire pour mobiliser les jeunes sans tous les faire venir à un même endroit et en touchant le maximum de personnes. Donc en fait, on a développé un concept qui s'appelle des COI locales. Donc en gros, c'est un événement délocalisé qui se passe en simultané par rapport à l'événement qui se passait à Paris. Et donc ça nous a permis à Paris toucher 5000 personnes qui sont venues et à travers le monde, on a mobilisé 3000 autres jeunes. Et tout le monde était dans la même dynamique et c'était vraiment assez fort puisque les gens pouvaient agir localement, ils pouvaient présenter les solutions qui se passaient autour de chez eux. Et ça avait beaucoup plus de sens que de les faire venir à Paris et de dépenser beaucoup de carbone. Voilà. Pour moi, l'essentiel, en fait, quand on parle de mobilisation, que ce soit de mobilisation des jeunes ou mobilisation d'individus, c'est vraiment de pouvoir être capable de connecter les points. Donc, c'est-à-dire de connecter des éléments qui semblent ne pas avoir de rapport les uns avec les autres et de faire quelque chose d'innovant. Pour moi, l'innovation naît de là. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais promouvoir pour la mobilisation des jeunes. Voilà. Vous pouvez, du coup, suivre Climate sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je crois qu'on a aussi un Snapchat, mais je ne suis pas sûre à 100%, donc je ne l'ai pas mis. Et on a notre site web. Si vous avez des questions, ou si je suis aussi disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jay du coup pour ton intervention et j'en profite pour rebondir sur 2 points. Alors effectivement, tout à l'heure je présentais un contexte de négociation internationale un petit peu abstrait qui parfois confronté à la vision citoyenne peut un peu rebuter, voire effrayer et même des fois provoquer la défiance en fait. Et du coup, ce type de mobilisation, notamment pour la jeunesse, est parfait pour essayer de permettre aux jeunes de mieux appréhender les enjeux et également de s'impliquer parce que avant d'agir, il faut comprendre, évidemment, et notamment comprendre donc non seulement les fondements, qu'est-ce que les négociations internationales sur le climat, pourquoi, pour qui, quand, etc. Enfin bref, un certain nombre de questions auxquelles on peut être confronté de prime abord. Et j'en profite pour dire que dans le cadre de la COP22, l'association Énergie 2050 a réalisé un guide sur les négociations internationales sur le climat à vocation citoyenne. Donc il est téléchargeable sur le site et donc il y a une mise en contexte. Tout d'abord, qu'est-ce que le changement climatique avec des rapports qui sont à la fois environnementaux mais également socio-économiques et humains. Donc voilà, comprendre pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, puisqu'effectivement, dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, ce sont 197 parties
196 États qui négocient, mais c'est bien de l'avenir des 7 milliards d'êtres humains qui sont sur la planète dont il est question. Et c'est effectivement, au-delà de l'action des États, bien l'action de l'ensemble d'entre nous qui doit se sentir concerné à un moment donné pour mettre en œuvre les grands objectifs de la communauté internationale. Et donc il est évident qu'on doit non seulement comprendre, mais également agir à la suite de cela. Et un deuxième point que tu disais, en fait, la mobilisation à travers des moyens alternatifs, notamment à travers la culture. Aujourd'hui, on parle de développement durable à travers 3 composantes, donc l'économie, l'environnement et le social, et un nouveau pilier tend à émerger qui est la culture. Et effectivement, je pense que c'est une des dimensions qui doit permettre de créer des traits d'union, comme tu disais, des liens entre chacune des composantes pour permettre aux gens de mieux comprendre les enjeux, parce que c'est aussi une porte d'entrée en fait vers des questions qui sont beaucoup plus sérieuses. Et également, donc, dans le cadre de la COP22, l'association Énergie 2050 a choisi de lancer une exposition internationale, Art Planet. Donc il y a une première salle d'exposition qui est en zone bleue, dans le pavillon de la francophonie, où il y a un ensemble de toiles, mais également juste derrière vous, là, il y a quelques petites œuvres que vous pourrez aller consulter tout à l'heure. Donc je vous invite non seulement à aller les voir si vous le désirez, mais également à aller voir le guide sur les changements climatiques et les négociations internationales qui permettent de mieux comprendre les enjeux et également de voir comment s'impliquer si on le désire. Et voilà, quelques mots du coup pour rebondir sur ce que tu venais de dire. Alors tout de suite, je vais laisser la parole à mes camarades de Can It qui vont vous présenter une initiative très innovante et qui vont témoigner que la jeunesse dès aujourd'hui est mobilisée et a des solutions à présenter. Voilà, je vous remercie. Merci, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Rémi et je vais vous présenter un petit projet sur lequel on travaille avec plusieurs camarades. En attendant la diapositive. Donc voilà le projet Canit. Donc le projet Canit en fait c'est de réaliser un chauffe-eau solaire à partir de la valorisation des déchets. Donc d'un côté on touche la valorisation des déchets pour la production d'énergie propre. Donc en fait je vais tout d'abord commencer par l'histoire du projet pour que vous compreniez comment on en est arrivé à là. Tout est parti en fait d'un événement qui s'appelle le Startup Weekend. Le Startup Weekend en fait c'est un week-end pour réaliser un business model pour réaliser une startup et faire en sorte que celle-ci se développe. Donc notre camarade qui s'appelle Josserand Quentin a présenté l'idée qui était de chauffer de l'eau à l'aide des canettes et ça a remporté la 3e place du concours. Suite à quoi le centre de formation dans lequel il était a été très intéressé par cette initiative et a proposé à une promotion d'étudiantes de travailler en tant que sujet d'étude pendant 1 an sur la réalisation de ce capteur. Donc je fais moi-même partie de ces étudiants qui ont travaillé sur ce capteur. Et en juillet 2016, on a réalisé le premier prototype qui a été fonctionnel, on a réalisé des tests. Et à partir de là, on a décidé de continuer et de travailler avec Quentin et de constituer l'équipe. Donc ici, vous avez une photo en fait du capteur que nous avons réalisé là pour le premier prototype. Donc en fait, c'est un capteur à eau où l'eau va rentrer ici directement, qui va passer dans un réseau de canalisation fait en canette et en conserve, qui va monter en température puisqu'il est exposé au soleil et va ressortir chaude en quelques mots. Vous pouvez voir sur le graphique suivant une petite évolution de la température, c'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, en fait, l'effet de serre qui est produit grâce au vitrage qui est utilisé s'installe et avec une arrivée d'eau constante à 25 degrés, on peut sortir à 35 degrés en moyenne, ce qui nous fait quand même 10 degrés d'élévation de température, ce qui n'est pas négligeable pour une performance d'environ 75%. Donc voilà le principe constructif utilisé sur le capteur. Vous pouvez voir en fait qu'on utilise du bois de récupération, donc essentiellement du bois de palette à l'heure actuelle, mais on pourrait en fait s'orienter sur des filières de valorisation locale du bois. Par exemple, on est en train de réaliser des projets en utilisant des têtes de lit, vraiment utiliser de tout le bois qui est récupérable et l'utiliser pour la réalisation de ce capteur, qui va être la structure en fait et qui va permettre à l'aide d'un double fond et d'une double peau de réaliser l'isolation du capteur pour vraiment faire en sorte que la chaleur reste au niveau de la chauffe. Et la chauffe, elle est réalisée grâce aux canettes en aluminium. Donc, ces canettes en aluminium sont vraiment très simples à utiliser. En fait, le principe, c'est d'utiliser un ouvre-boîte classique, d'ouvrir l'opercule du haut, de couper le fond avec des ciseaux et de les emboîter pour réaliser des tubes. Ensuite, on les peint en noir pour augmenter l'absorption de chaleur. Et une fois à l'intérieur, avec l'isolation autour, la concentration de chaleur va automatiquement s'opérer pour rendre le capteur assez performant. Et pour booster, on va dire, cette production de chaleur, on utilise un vitrage de récupération par-dessus pour réaliser un effet de serre.
Donc en fait, pour réaliser le capteur, on a besoin essentiellement de matériaux issus de la valorisation des déchets. Donc l'idée, en fait, c'est de pousser les différentes personnes qui seraient intéressées pour fabriquer ce capteur à valoriser localement leurs déchets. Donc dans un sens, ça permet de sensibiliser ces personnes à l'utilisation des déchets, à arrêter de considérer ça comme des choses qu'on ne peut pas utiliser tout simplement. On peut dire, pour rigoler, qu'on fait de l'utile avec des choses inutiles. Et l'idée, vraiment, elle est là, et en même temps, ça nous permet de réduire les frais de matières premières. Donc la plus grosse difficulté, en fait, pour réaliser notre capteur va vraiment se trouver au niveau des moyens à utiliser, donc les différentes machines. Vous pouvez voir là tout à droite une liste des différents outils qu'on utilise, mais on prend en considération que pas toutes personnes ont accès à ces équipements-là. C'est pourquoi on insiste sur le fait qu'il est très intéressant de travailler sur des espaces de coworking ou des Fab Labs, donc Fabrication Laboratory. Et à l'intérieur, en fait, c'est des outils qui sont mis à la disposition des différentes personnes, moyennant une petite finance, et qui vous permet, en fait, avec vos outils, avec des outils sur place et votre idée, de réaliser ce que vous avez envie de faire à moindre coût, au lieu d'aller acheter, de pousser à la consommation, d'acheter des outils que vous allez utiliser une fois, et de préférer une utilisation plus durable des équipements. Donc, juste pour avoir une idée du prix, pour un entrepreneur qui souhaiterait se lancer sur ce projet, on est en train de travailler là-dessus, c'est un peu notre business model que je vais vous présenter juste après. L'entrepreneur aurait, on va dire, 1 500 € de frais à avancer pour la location de son atelier, les différents équipements nécessaires pour qu'il puisse continuer et expandre en fait ce projet sur les différents territoires. C'est ce qu'on cherche à faire, à monter une communauté dans les différents pays et faire en sorte que ce projet touche le maximum de monde. Donc le business model dans lequel je vous parlais, c'est en fait la réalisation de microcrédits, de faire en sorte que les personnes puissent obtenir un soutien financier pour développer ce projet-là directement dans leur pays. Et grâce à ça, on crée une filière de valorisation des déchets, une production d'énergie propre à partir de cette valorisation des déchets. Et on peut considérer ça comme vraiment des emplois verts qui répondent à une problématique à l'heure actuelle qui est le chômage tout simplement, le chômage des jeunes. Dire que comme quoi les jeunes ne sont pas actifs. Nous, on peut vous proposer des solutions, dire en sorte que les jeunes, on est dans le bon contexte actuellement, on a des solutions à proposer. Et l'idée, c'est de vraiment les pousser et les aider à se développer. C'est pourquoi on réduit en fait les parts qu'on prendrait sur ces associations-là pour faire en sorte qu'ils puissent se développer automatiquement. Et nous, on continue à prendre une petite part pour pouvoir développer encore plus au maximum. Donc je vais passer rapidement là-dessus, c'est pour dire en fait que le projet s'oriente en fait vraiment dans la politique développement durable et il répond aux 6 objectifs que je vais vous présenter rapidement. Donc qualité et éducation, vraiment pour la sensibilisation, une formation sur les énergies renouvelables et sur l'économie circulaire. Pour Clean Water and Sanitation, on produit, notre objectif c'est de produire de l'eau à 70 degrés pour vraiment la pasteuriser et faire en sorte qu'elle ne véhicule pas de bactéries ou soit vecteur de maladies. Affordable and Clean Energy, donc c'est vraiment une solution low-tech et low-cost pour tout un chacun qui souhaiterait prendre le temps de le construire et d'avoir un accès aux énergies renouvelables assez facilement. Decent Work and Economic Growth, c'est ce que je vous ai présenté en fait dans la partie entrepreneuriat, pousser les jeunes à se lancer dans des activités et à l'aide de notre soutien financier qu'on fournirait plus tard. Des derniers objectifs, donc Sustainable Cities and Communities, parce qu'on va faire de la valorisation de déchets locaux, les personnes intéressées vont faire en sorte de s'orienter vers des centres de tri ou ramasser eux-mêmes les matériaux dont ils ont besoin pour créer ce prototype-là. La solution de microcrédit pourra les orienter directement là-dessus. Et une consommation responsable et une production responsable à l'aide de l'open source, donc vraiment le projet est disponible en open source, on est actuellement en train de travailler là-dessus, tout est diffusé gratuitement sur internet pour les personnes qui seraient intéressées de le construire chez soi. Rien que prenons un exemple d'un père de famille qui veut bricoler avec son fils le dimanche, ça permet de faire une éducation à la consommation d'énergie, lui dire qu'il faut préférer des énergies propres au lieu d'utiliser l'électricité, et ça permet de toucher les générations futures pour on va dire un futur un peu plus durable. Du coup, au niveau de la communauté qui nous soutient à l'heure actuelle, on a beaucoup de partenaires. Grâce aux événements auxquels on a participé, on peut notamment citer WeShare, Future of Waste et par Make Sense qui est présent également sur la COP22 et l'Institut de la Francophonie qui nous a boosté. Donc je vais vous présenter rapidement, mon collègue va vous présenter le réseau Climat Océan Indien qui s'intègre totalement en fait dans la continuité du projet CANIT. Donc je laisse la parole à Monsieur Florian Damour. Bonjour. Alors moi aussi je suis de l'île de la Réunion et il y a 2 ans on a ouvert
grâce à Jay notamment, le réseau Climat-Océan Indien à Madagascar, pour organiser les conférences de jeunes dans l'océan Indien. Les îles, nous sommes les principales concernées par rapport aux enjeux de changement climatique. Nous avons des forts taux de chômage et de pauvreté dans cette zone de l'océan Indien. Et donc nous avons porté la conférence de jeunes à Madagascar l'année dernière, cette année aux Comores et à Maurice. L'année prochaine, on n'est pas encore sûr si ce sera à La Réunion ou aux Seychelles. Dans tous les cas, le réseau Climat-Océan Indien porte un projet qui englobe CANIT notamment et qui s'appelle JELTA, Do It Ourselves, Low Tech Autonomy. Ce projet vise à fournir des kits aux pays en voie de développement de technologies vertes, technologies à faible coût, où les gens, avec les matières locales, la récupération, le recyclage, pourront fabriquer eux-mêmes des systèmes d'énergie propres et vertes pour subvenir à leurs besoins. Canit, c'est la solution pour chauffer de l'eau, il y aura des solutions pour des éoliennes, pour des fours solaires, biogaz, et voilà. On a fait le tour. Entre autres projets, on accompagne aussi Make Sense, Make It Real, Cop in My City. On continue avec le mouvement WARN, We Are Ready Now, Climate, beaucoup de partenaires. Et ça bouge, quoi. Et ça va continuer comme ça. Merci, Choukran. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais on peut les garder peut-être pour plus tard. Je voulais juste inviter special guest from Soudan, voilà, qui va nous faire une petite intervention sur la jeunesse soudanaise et son implication dans les négociations. Si on pouvait accueillir la prochaine COP dans les îles, ça serait pas mal aussi. Hein. Bon. Ça pourrait le faire. Au Fidji, ouais, ça serait bien. Bon, l'empreinte carbone sera pas bonne, mais faut bien vivre. Hein. On peut y aller en voilier. Ouais. Bon, la prochaine intervention sera en anglais, donc on n'a pas prévu les casques de traduction, mais bon, ça devrait aller. Good afternoon, everyone. I'm going to speak in English. Is that okay? Or do you want me to change to Arabic? I can do it also, but not French. Not French at all. Okay. My presentation have 3 parts. Part 1, I'm going to talk about Sudan a little bit, about the vulnerability for climate change. And then I will talk about part of our delegation, Sudan delegation. And at last, I will talk about some youth movements and youth innovations for climate change and environmental issues in Sudan. Okay, as you know, Sudan is a part of LDCs, least developed countries, and which is very, very vulnerable to climate change. Next. This is our map. After we became 2 Sudan, South Sudan and North Sudan. I'm from North Sudan. You know, there's a lot of impacts for climate change in Sudan because majority of its land is quite sensitive to climate change and temperature. Food security is mainly determined by rainfalls because we use traditional ways for agriculture and so on. Also, a lot of percentage for population depends mainly on climate-sensitive resources for livelihood. Sudan, like other LDCs, are highly vulnerable to climate change and climate vulnerability. There's a lot of complex issues for climate sector and non-climate sector. You know, we have conflicts in Darfur and a lot of places, yeah. There is 2 factors, climatic and non-climatic. The climatic factors, first of all, the rainfall. We have a lot of decreasing
in both quantity and quality of the rainfall. We used to have a longer autumn, and we used to have more quantity of water also. You can see from the map the dashed red was the 200 millimeter per year. Now it decreased to this 200 millimeter, and the solid blue was 500 millimeter. The dashed green was 500 millimeter. Now we decrease to 500 millimeter in this area, so you can see the big shift in the rainfall. This was taken from South Darfur. You can see the numbers. They're big shift from past to present time in the rainfall. Yeah, we have also floods from the Nile River, and after the many rainfalls, you can see. Yeah, this is in Kassala. It's in the eastern of Sudan. You can see people moving and water everywhere, and we have it not only in Kassala, we have it in various states in Sudan. Yeah, drought. Drought is a very big problem because, you know, food security is a key issue for us. Temperature. Now in Sudan, it's, you know, here in Marrakech it's winter, so the weather is cold. We have 47 degree to 52 degree. That's normal. So we have a lot of heat waves, and temperature is very high. Okay. This show here the event and occurrence and variable areas with sectors will impact. So you can see drought, floods, dust storm, thunderstorms, heat waves, and wind storms. We have many frequent events and rare events. The drought is frequent, floods are frequent, dust storm frequent, thunderstorm infrequent, and heat waves and windstorm are rare. But of course, Sudan is all the time is hot, so I don't know what heat waves mean here. Maybe 100 degree or something. And this is the sectors: agriculture and water and livestock and resources and health. We have like many sectors are vulnerable to climate change, and the impact is very loss of lives and damage crops, you know. Yeah, this is the non-climatic factors. We have poverty, we have overcropping and soil fertility, and we have lack of incomes, of diversity, conflicts over natural resources like in Darfur, of course, and the lack of services, displacement, and gaps in politics and logistics, and a lot of non-climatic issues. Yeah, this is Sudan implementation. Number of projects. We have the indices, Sudan have indices, and national communication reports, and assessment of impact and climate change, adaptation to climate change, national adaptation program for action, NAPA, and the NAP. A lot of projects have been done in Sudan. Okay, this is part of our delegation, Mr. Ismail Al-Jizuli. He was the chair or the acting chair for IPCC in the last year. And this is Mr. Najmuddin Qutbi in the middle. He was the chair of the G77 and China at 2009, and the president or the chair of African group in 2014 and 2015. For us as the youth of Sudan, we have many problems. First, policies, and second, finance, and of course,
you know, to work in voluntary work, it needs a lot of money, and we have a very low income in Sudan. So we are trying to engage as many people as we can. You know, visit kids, they're trying to clean their streets because we have waste management problems. And yeah, they are from kindergarten. This AYCM, Arabic Youth Climate Movement. Now we have SYCM, Sudan Youth for Climate Movement. And we have many activities to do. We organize the Environmental Day every year, Environment Day. And also we have like festival for recycling. And also we have climate education in Africa. This is our team, climate education. Again, this is the part of our activities in recycling and in education and in cleaning areas and in recycling, spreading awareness. And this is our team for Climate Tracker. The last one, and before the last one, it's called Lina. She's from Sudan also. She's attending the COP. No. And we have another one, he's called Ali. He attended the last COP from Sudan, also with Climate Tracker. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much, Nisrine. Je pense que c'est important, pourquoi on a voulu inviter, c'est qu'on a vu un projet concret mené par des jeunes d'énergie, et là on voit en fait les jeunes qui s'impliquent dans les délégations pour faire avancer les choses, au-delà des Yungo, mais aussi dans les délégations pays, et les jeunes sont de plus en plus impliqués. Moi, à son âge, je me souviens plus trop à quoi je pensais, mais c'était pas à ça. Donc voilà, c'était juste pour lui rendre hommage. Je voudrais pas à quoi je pensais, parce que... Bref. Peut-être une dernière intervention, du coup, j'ai oublié. Voilà, je te présente. Je me présente. Alors, bonjour, je m'appelle Joséphine, et je représente le collectif Youth Weekend. Donc Youth Weekend, c'est un collectif qui rassemble 30 partenaires aujourd'hui, un peu plus de 30 même. Ils sont très divers parmi eux, donc il y a à la fois des ONG comme Acted, des mouvements qui accompagnent les entrepreneurs sociaux comme Ashoka ou Make Sense. Il y a aussi des organisations qui sont un peu plus internationales comme l'UNICEF. Voilà, il y a un peu de tout. Et ça existe depuis 2012, ça ne cesse de grandir et de se développer. Ça a pour objectif notamment à la fois déjà de créer le déclic chez les jeunes. Alors tous ceux qui connaissent pas du tout en fait le champ des possibles pour s'engager, agir à son niveau, faire un métier dans le secteur du développement durable ou qui a un fort impact social ou environnemental. Donc l'idée, c'est à travers nos événements et nos activités de essayer un peu de créer un déclic, créer l'étincelle chez ces jeunes qui sont souvent perdus, qui ne savent pas trop comment s'engager, en allant écouter des témoignages, en allant voir et échanger avec ceux qui mènent des actions très concrètes. Par cela, en même temps, par le biais de cet objectif, on valorise ceux qui se bougent déjà, donc ceux qui s'engagent, qui mènent des projets et qui ont souvent une fibre d'entrepreneur social. Donc on leur donne la parole et on permet de porter leur message à travers notamment des événements. On essaye d'utiliser des formats très, très variés. Il y a à la fois des petits apéros Youth Weekend auxquels vous êtes conviés. Bon, pour l'instant, ça se passe seulement à Paris, donc dans plein de bars très sympas de Paris, chaque mois sur un thème. Et c'est très convivial. Le but, c'est que tout le monde se lâche, pose ses questions et essaye de trouver les clés pour s'engager et peut-être développer son projet. Alors, ça peut être une start-up qui a un impact social ou environnemental, mais ça peut aussi être rejoindre une organisation étudiante ou tourner vers l'engagement, la jeunesse ou l'engagement citoyen. Je pense par exemple à Climate ou au REFED
voilà, qui sont par exemple des organisations avec lesquelles on travaille et qu'on valorise. Il y a d'autres événements beaucoup plus grands. Donc là, c'est pour mettre le paquet, pour vous vraiment créer l'étincelle avec un effet un peu impressionnant qu'on pense qui fonctionne bien. Il y a par exemple la soirée Youth Weekend qui se passe chaque année dans le cadre du Forum mondial Convergence. Et là, ça rassemble un peu plus de 800 jeunes qui viennent écouter de jeunes entrepreneurs sociaux qui sont lancés, qui ont déjà quelque chose de très concret à montrer et qui sont accompagnés de personnalités emblématiques et déjà connues pour leurs actions. Alors cette année, on a par exemple eu le très grand entrepreneur social Antonio Melotto, David Katz qui a monté la Social Plastic Bank, ou encore une personnalité plutôt connue à l'échelle de la France, mais qui valorise beaucoup l'engagement citoyen, qui est Alexandre Jardin. Voilà, donc ces personnalités servent à montrer la voie, à porter un regard bienveillant et à donner envie et confiance surtout pour pas hésiter à se lancer. Donc comme vous pouvez le constater, c'est très orienté, ça valorise énormément l'action en fait. Youth Weekend, c'est un réseau ou un collectif qui est basé sur une démarche très pragmatique, très positive. Nous, on pense que c'est comme ça que, notamment, c'est une des voies pour mobiliser les jeunes, c'est les inspirer, en fait, leur montrer déjà ce qui se passe et leur faire comprendre qu'ils peuvent agir à leur niveau, à leur petite échelle, en menant des petites actions concrètes tous les jours, ou carrément, quand ils cherchent leur voie et quand ils cherchent leur métier, en développant un projet qui va dans le sens de la transition durable. Et j'ai découvert une petite enquête il n'y a pas longtemps. Donc c'est une étude de Nomadeis qui a été publiée là récemment en 2015. C'était sorti la première fois à Rio en 2012. Et elle a été lancée pour la COP21. Elle a été quand même, c'est une étude qui a été faite auprès de 6000 jeunes, donc ça a quand même une certaine pertinence. Et dans cette étude, on constate que les jeunes interrogés sont quasi unanimes, donc 94% d'entre eux, sur l'observation d'une dégradation de l'environnement au cours des 20 dernières années. Mais toutefois, il y a quand même, ils sont beaucoup plus nombreux en fait, c'est-à-dire 83%, à considérer que ces transformations s'accompagneront de création de nouveaux emplois et bien plus que de destruction d'emplois existants. Cette étude aussi révèle qu'il y a 6 jeunes sur 10 qui perçoivent le changement climatique comme une opportunité. Donc je pense que, et à travers Youth Weekend, c'est ce qu'on fait, il faut profiter de ça, en fait, profiter de tous ces jeunes qui ont une grande force, dont ils n'ont pas nécessairement confiance, c'est en fait de voir les transformations liées au changement climatique bien plus comme une aubaine économique, comme une opportunité pour créer des emplois, pour trouver de nouvelles formes de création, d'innovation, bien plus que comme une fatalité. Et alors, il y a seulement quelque chose qui, je pense, est à combler, une lacune, c'est que cette prise de conscience, elle se fait, je crois, plutôt vers l'âge des 25 ans, quand on est en pleine recherche d'emploi. Mais il y a un gros effort à faire, en fait, pour avoir cette prise de conscience bien plus jeune. Aujourd'hui, l'éducation autour des enjeux du développement durable, elle est vraiment très, très minime à l'école. Et je pense que ça serait quelque chose à fortement développer pour que les jeunes réalisent encore plus tôt que à travers leur action concrète et de la vie quotidienne ou à travers leur emploi, ils peuvent avoir un impact et agir en fait tout de suite. Et tu l'avais souligné, c'est très bien parce que pendant la COP21, les jeunes ont été pour la première fois vraiment associés aux réflexions. Et c'est primordial pour avoir une action pérenne en fait, pour que les engagements qui ont été pris soient menés de manière durable. Mais ça va prendre du temps tout ça, donc il faut s'y mettre quand même avant que tout ça soit bien coordonné et soit bien organisé entre tous les pays. Il faut s'y mettre tout de suite à travers toutes ces actions concrètes
comme votre projet que vous avez présenté, c'est typiquement le genre de projet top et très innovant, totalement porté vers l'avenir et avec une démarche très positive qu'on valorise. Et voilà, donc si vous avez des projets à montrer, à faire connaître, je vous invite à me contacter et on sera très heureux de les montrer et voilà, et vous valoriser en ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joséphine. Je laisse tout de suite la parole à Guillaume pour clôturer l'événement. Est-ce qu'il y a des commentaires? Déjà, toutes mes excuses Joséphine, puisqu'en fait, après 10 jours de COP, on est décalqué et du coup les prénoms. C'est juste que Climate, on a à peu près l'habitude, ils sont partout, ils sont à tous nos événements. Les autres, c'est pour ça qu'on oublie un petit peu, mais il n'y a rien de péjoratif. Est-ce qu'il y avait des commentaires peut-être sur ce que vous avez entendu? Des questions, des réflexions sur comment on mobilise les jeunes et comment ils se mobilisent dans la lutte contre le changement climatique? Oui, vas-y. Encore et toujours Climate. C'est pas, on est vraiment partout, effectivement, parce qu'on est super actifs, je pense. Et en fait, tout à l'heure, j'ai pas parlé de solutions que Climate dont Climate fait la promotion en 2 minutes. Donc, on a, par exemple, une nouvelle présentation PowerPoint. Non, en fait, on développe des serious games dont je vous ai parlé au tout début. Et ça prend la forme de COP in My City, donc des simulations de négociations climatiques, ou bien de Heatwave in My City, des simulations de vagues de chaleur dans les villes, ou bien des Innov City qui sont un peu comme des TED Talks, mais sur l'environnement. Et donc, en fait, on a tout un panel de projets à implémenter, en fait, assez facilement avec des kits, si ça vous intéresse. Donc, voilà. Merci, effectivement, et d'ailleurs on cherche à s'impliquer, on a déjà entamé des discussions pour s'impliquer avec vous sur Heatwaves. Je crois qu'il y a eu des adaptations pour Marrakech et des adaptations pour Agadir qui ont été faites. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres réflexions ou questions? En tout cas, je vois beaucoup de jeunes, donc ça prouve que voilà, les jeunes se mobilisent. Juste un petit mot peut-être sur Énergie 2050. En fait, non, puisque tu as déjà parlé en fait. Hein. Chouïa, ok. Bon, c'est bon. Juste pour vous dire qu'on a énormément d'actions et qu'effectivement, on s'engage pour la mobilisation de la jeunesse. Non pas pour dire on s'engage pour la mobilisation de la jeunesse, mais parce qu'on croit que la jeunesse est porteuse d'innovation, porteuse de nouveaux projets, de nouvelles choses, et donc c'est pour ça qu'on travaille à ce niveau-là. Et comme l'a dit mon collègue, je pense tout à l'heure, aujourd'hui l'engagement des États n'est pas suffisant pour nous garantir une trajectoire durable. On est assez loin des 2 degrés, donc on a besoin de l'engagement de tous, et particulièrement des jeunes. Voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci, je vois qu'il y a plus de monde qu'au début, donc c'est rassurant. Et si vous voulez, on a un stand d'énergie 2050, Climate, ils sont partout, encore une fois. Et voilà, vous pouvez venir nous voir sans problème. Merci à vous.